pas dont on parle aujourd'hui? Ça. Elle, c'est la meuf qui arrive en disant il y avait des devoirs. J'avais bossé un truc. Alors, Quoi? la gauche grand remplacé. Du coup, j'ai pas lu l'article parce que j'ai pas compris dans C'est le même tout un dossier. Il y a même 4 articles. Et tu connais la ligne de regard. Pourquoi tu te passes de gauche? Pourquoi la gauche ça marche pas? Et généralement c'est comme ça, c'est l'inverse de BFM TV, tu vois. Vous êtes tous d'extrême gauche, vous êtes tous d'extrême gauche, vous êtes tous d'extrême droite. Bon voilà, à peu près. Bon, je pense que c'est une excellente introduction. Enfin. Bon, allez, on chine. Allez, chine. Allez. Bonne année, hein. Et bonne année à tous. Allez, chine, là. Bonne présidentielle. Bonne présidentielle, bonne campagne. Pardon, j'ai commencé par un gros mot, ça commence bien. Bonne bourre. Alors, celle-là, si on était vraiment sûr de vouloir la faire, on sait pas. Non, je vote contre. Moi aussi, je vote contre. À l'unanimité de la gauche. C'est une expression populaire. Donc merci, allez c'est parti. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Attends, mais ils peuvent se taire là-bas? S'il vous plaît, on travaille ici. Enfin, il y a une émission en cours. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Bon déjà, bonne année à tous, parce que c'est la première fois qu'on se revoit depuis le début de l'année 2022, hein, parce qu'avant il y a eu des histoires de Covid, il y a eu des histoires de vacances, de machin. Bref, on est là ce soir. Et ce soir, on va parler, le thème qu'on va aborder, c'est le thème qu'on a choisi pour le dossier du dernier numéro de Regard, qui est la gauche grand remplacée. Donc je montre le dernier numéro. Elle est hyper belle cette une. Et en guise d'introduction, je vous propose de lire la très courte introduction qui a été rédigée par la formidable rédaction de la revue. Je vous la lis. Affaiblie par ses divisions et par ses compromissions, incapable de reconstruire un projet, inaudible pour le peuple, la gauche semble en voie de dissolution dans la droitisation générale de l'espace politique. Du coup, suicidons-nous, rentrons à la maison et tout est terminé. Voilà. Non, c'est tout ce que ça t'inspire? Non, moi je trouve ça hyper dur sur incapable de construire un projet. Je trouve que c'est pas vrai, juste. Il y a plusieurs projets. Oui, non mais Incapable de construire plusieurs projets. non mais c'est pas. Enfin, honnêtement, je pense que c'est pas juste. Il y a d'autres aspects sur la question d'être audible, etc., qui sont parfaitement entendables. Et on peut pas dire qu'on donne une image parfaitement glorieuse dans la période. Et quant au grand remplacement, je sais pas si on est grand remplacé par quoi que ce soit, mais enfin, on est surtout pas très présent, à la fois dans les sondages et à la fois dans l'audimat. Mais par contre, dire qu'on est incapable de reconstruire un projet, je pense que c'est pas juste. Je pense que tous les projets se valent pas. Tous n'ont pas le même degré ni de maturité ni d'aboutissement. Ok, mais dire qu'il n'y a pas de projet à gauche, à mon avis, c'est se mentir. Et alors je ne vais pas citer l'auteur parce que du coup je ne m'en souviens plus, mais j'ai entendu quelqu'un récemment dire à gauche, c'est pas qu'il n'y a pas d'idées, c'est qu'il y a trop d'idées. Et je pense que c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que il n'y a pas d'idées qui fassent consensus suffisamment pour qu'on le prenne comme base de construction du projet. Je veux dire par là que si on partage globalement l'idée qu'il faut faire progresser l'égalité sociale et qu'il faut trouver des solutions sur la question environnementale, on n'a pas aujourd'hui 1, 2, 3 grandes propositions qui seraient celles autour desquelles on arrimerait l'accessoire. Pas que des propositions thématiques soient accessoires au sens inintéressante, mais au sens où quand on construit un projet et qu'on veut qu'il soit, y compris crédible, on a eu déjà des débats là-dessus sur la question fiscale, budgétaire, etc. Malgré tout, il y a quelques mesures qui impactent de manière structurante un projet. Je pense au revenu universel, je pense à la sécurité sociale alimentaire. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des projets qui ne font pas suffisamment consensus entre nous, les uns ou les autres, pour qu'on puisse les prendre comme base commune d'une construction avec de l'accessoire autour. Encore une fois, pas que ni la culture, ni l'éducation, ni la santé ne soient accessoires, mais qu'elles se prennent au prisme, ou en tout cas avec la contrainte de quelques mesures piliers. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de mesures piliers, et y compris des mesures communes piliers. Sur la question de la santé, je pense qu'aujourd'hui, à gauche, tout le monde a axé son projet sur la construction d'une santé public, de proximité, et axé sur la question de la prévention. Parce qu'on pense aujourd'hui que les maladies chroniques sont les plus présentes, etc., etc.
Mais sur ce point-là, on a un accord. Et ça grève assez fortement un budget, et ça transforme assez profondément notre système de santé. Ceci étant dit, ça ne constitue pas l'armature complète d'un projet. Je pense pas qu'on peut dire qu'à gauche, il n'y a pas de projet et il n'y a pas d'idée. Il y a probablement des idées très foisonnantes et il n'y en a pas une ou deux ou trois qui forment des arêtes économiques, écologiques, etc., qui soient consensuelles et qui permettent de construire un seul projet, effectivement. Il y en avait pourtant une, enfin pendant longtemps, la gauche a été le camp de... Enfin, on peut dire ça un peu comme ça, c'est un peu résumé à la va-vite, mais le camp de l'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que la gauche, allez, je dis la gauche et les écologistes pour mettre tout le monde dans la même famille, tu vois, on est encore le camp de l'égalité? Mais je pense qu'avant ça, ce que tu dis n'est pas faux, il y a beaucoup d'idées. On le voit, beaucoup de propositions. J'appelle pas forcément ça des projets, mais il y a des propositions à gauche. Par contre, avant de se poser la question de savoir quelles sont les propositions et in fine le projet qui nous rejoint et sur quelle base, je pense qu'il y a une différence de méthode. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément la même analyse sociologique et la même méthode de savoir à qui on veut parler et dans quelles conditions. Moi, j'ai lu du coup un peu votre numéro La gauche grand remplacée. Je reprends un peu les termes de l'édito. En fait, vous partez du constat que aujourd'hui le peuple s'est perdu, que dans d'autres pays, vous prenez l'exemple du Chili, il a su se retrouver autour d'une candidature pour essayer de faire peuple et d'avoir un débouché politique. Aujourd'hui, la gauche française, au-delà des étiquettes qu'on a, PS, PC, Europe Écologie, tout ça, à mon avis, il y a deux grandes lectures. Il y a celle de la révolution du peuple, donc celle de Jean-Luc Mélenchon, qui reprend votre analyse en disant, voilà, aujourd'hui, il faut retrouver le peuple. Le peuple existe, il faut l'unir, les luttes politiques, les luttes sociales, et cette révolution-là va permettre à un vrai projet de gauche d'arriver au pouvoir. Et la deuxième lecture, qui est du coup plutôt la mienne, ne part pas d'un fait illusoire qui serait de dire il faut un peuple uni pour renverser les choses, mais plutôt part d'une analyse qui est différente, qui est celle de dire il existe aujourd'hui plusieurs classes sociales, parce qu'on a cette grille de lecture, je pense, en commun avec d'autres formations politiques à gauche, et on doit retrouver un contrat politique de solidarité qui a comme centralité l'émancipation des classes populaires. Et ça, ce sont déjà deux analyses très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on vous pose un principe qui est celui de retrouver l'unité du peuple, et de l'autre, on dit non, il existe des classes sociales diverses, variées, et nous, ce qu'on souhaite, c'est retrouver un contrat qui a pour centralité l'émancipation, on va même la question de l'égalité. Donc je pense qu'on est là face à deux méthodes qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont pas fondamentalement contradictoires, mais qui partent en fait de méthodes très différentes. À partir de là, les propositions seront nécessairement différentes. Et nous, c'est vrai qu'on essaye, en tout cas, moi je me revendique du socialisme, au-delà de mon étiquette partisane, je me revendique du socialisme, ce qui est plutôt le fait de dire on va trouver des consensus de classe qui permettent l'émancipation des classes populaires, parce que c'est par leur émancipation que tout le monde en fait va s'émanciper. Et moi, c'est ce que je dis souvent, on peut pas vivre à côté d'hommes ou de femmes enchaînés. Et donc, à partir de là, la centralité, c'est celle de l'égalité, de l'émancipation, de la justice, mais aussi celle du travail. Je vois pas comment on peut passer à côté de cette analyse-là. Mais voilà, et déjà, bon, c'est pas la même chose. Ouais. Moi, je refuse de penser qu'il faut analyser Jean-Luc Mélenchon à une stratégie qui est complètement hors de la gauche ou en dehors de toute référence. Hier, dans un meeting, il dit qui fait vivre la gauche? Qui fait vivre la gauche quand on a des propositions qui sont la retraite à 60 ans, qui est une revendication historique de la gauche et qui n'est pas suivie, par exemple, par le Parti socialiste de Anne Hidalgo. Quand Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'on a fait passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui parle des fusillés de la guerre de 14-17, avec cette espèce de grande référence quand même à l'histoire du pacifisme et du mouvement socialiste du début du XXe siècle, il le dit texto, il dit qui fait vivre la gauche. Donc la question, c'est aussi l'incarnation dans les propositions et dans le positionnement politique d'idées qui ont été structurantes de la gauche. Et donc, pour te répondre, la question de l'égalité. On peut revenir sur la question de l'égalité peut-être tout à l'heure. Moi, ce qui me plaît pas en fait dans l'édito que tu as cité tout à l'heure, c'est juste le terme droitisation. Déjà, ce serait quand même vraiment facile d'accorder l'idée qu'il y a une droitisation. Je pense qu'il y a un biais extrêmement fort sur la façon dont on traite un certain nombre de débats. Quand il y a quelques temps, le mouvement des Gilets jaunes fait qu'on a, dans tous les sondages d'opinion, un soutien immense de la population majoritaire pour un mouvement qui dit d'abord et avant tout, malgré le fait qu'il était loin d'être pur idéologiquement, augmentation de salaire, augmentation des minima sociaux, augmentation des retraites, augmentation de ce qui nous fait vivre. Est-ce que la France était à droite à ce moment-là?
Est-ce que lorsqu'on a un mouvement climatique extrêmement fort qui renoue avec une possibilité aussi de remettre en cause pour une partie d'entre lui, mais en tout cas le cœur du mouvement climat, la question du mode de production, c'est-à-dire du capitalisme, la façon dont on organise nos besoins, la production. Déjà, est-ce qu'on est dans une société qui est seulement droitisée, qui est seulement réactionnaire? Donc déjà, je pense que la première question, c'est de dire non, il n'y a pas une droitisation nécessaire de l'ensemble du champ. Il y a une bataille qui est menée et qui est menée dans un contexte de crise. D'une part, des appareils politiques de la gauche qui ont été l'héritage du XXe siècle, syndicats, partis, associations, avec des relations très particulières en fonction des familles et des orientations politiques et des courants politiques qui ont existé. Et deuxièmement, l'idée que dans la société, il y a effectivement un raidissement, une hystérie réactionnaire, mais qui répond à quelque chose. L'hystérie réactionnaire contre les woke, contre les islamo-gauchistes, contre les féministes qui cassent les couilles en soirée, ou je sais plus quelles sont les formules qui ont été utilisées, c'est une réaction. Et cette réaction, elle exprime donc le fait qu'il existe quelque chose, un mouvement d'un certain nombre de personnes, de groupes de personnes, des groupes sociaux oppressés, opprimés ou dominés, et qui sont en mobilisation et qui représentent pour moi plutôt le fait que la gauche, elle peut aussi vivre, qu'elle existe. Donc déjà, je pense que voilà. Mais attends, est-ce que tu penses que la gauche au sens large est imperméable, par exemple, à ces, comme tu l'appelles, même si j'aime pas ce mot, à toutes ces hystéries réactionnaires? Parce que parfois on a l'impression que elle rentre un peu en écho avec ces hystéries réactionnaires et elle les récupère. C'est le deuxième axe de votre. Je vais te répondre. J'utilise le terme. Je sais que le terme d'hystérie, je l'appliquerai pas à une personne. Je l'applique vraiment à la droite parce que je pense que là on est dans des situations où quand même il y a une perte absolue de rationalité dans la façon dont on réagit. On est dans une réaction mécanique totale et complètement irrationnelle. C'est pour ça que j'utilise. Ensuite, effectivement, non. Parce que la question de la confrontation d'idées et de la confrontation des positions dans la société, elle est extrêmement virulente et que bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui s'égarent, des gens qui prennent des positions ici et là très dangereuses et que c'est pour ça que l'intérêt de faire vivre la gauche, c'est de refaire vivre un certain nombre de blocs de valeurs, y compris par exemple l'internationalisme, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pas une invocation d'un mot, mais dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de ce qu'on doit répondre quand on dit on est confronté au fait qu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui sont accueillis dans des conditions détestables, qui meurent, etc. Donc voilà, mais je pense pas que la gauche est immunisée. La gauche, je l'ai dit, ces appareils politiques sont en crise, sont en difficulté. Et je pense que c'est du coup le moment et le terrain sur lequel peut effectivement se passer des basculements idéologiques extrêmement dangereux. Je voulais juste, à propos de la question de grand remplacement et du fait que la droite a pris le pas, on a Macron à 25, Le Pen à 18, Pécresse à 16, Zemmour à 12, et ensuite le champion de la gauche à 10. On a quand même une certaine droitisation de la société, et dans le vote, ça se traduit très clairement. Ça, quoi. Pour moi, la gauche est genre poutouisée, quoi. C'est clairement ce sur quoi je voulais réagir, c'est que je crois pas qu'on puisse dire, et on en parlait un petit peu en marge, où sont ces électeurs de gauche, ceux qu'on ne retrouve pas dans les sondages. Ils n'ont pas disparu, c'est pas tous devenus des fachos ou des égarés par l'opération du Saint-Esprit. Il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui sont perdus, qui sont aussi un peu désespérés par le spectacle qu'on donne, on va pas se mentir non plus. Qui se désintéressent, voilà. Et qui se désintéressent d'une partie de ce qu'on mène. Et je crois que là où tu as raison, c'est qu'il y a une gauche qui vit dans ce pays. Une gauche qui fait vivre les associations, une gauche qui fait vivre la recherche, une gauche qui fait vivre la culture. Et encore une fois, ni tous les chercheurs, ni tous les bénévoles associatifs, ni tous les cultureux sont de gauche, évidemment. Ceci étant dit, on a un déficit important de capacité à franchir le mur du son, collectivement. Eh ben, on a une difficulté à être présent dans la vie médiatique. On a une difficulté à être présent dans la vie médiatique parce qu'on a une difficulté de crédibilité. On en discutait tout à l'heure. Je pense qu'elle est flagrante et elle est flagrante pour tous les candidats aujourd'hui. Donc, je veux dire, il s'agit là de faire le procès de personnes, alors à des degrés très variés. Parce que je te vois faire la moue et je pense que la France Insoumise a montré une capacité à la crédibilité sur plein de sujets. Pour autant, elle a aussi montré ses limites sur ces domaines-là, cette capacité à rassurer, parce qu'à un moment donné, bien que on veuille tous faire la révolution, peut-être que tout le monde ne veut pas faire la révolution, et que du coup, il y a l'aspect rassurance, c'est dans un système démocratique, c'est quand même important. Et pour finir, pas révolutionnaire.
Mélenchon n'est pas révolutionnaire. Il peut parfois secouer un petit peu fort la machine, et y compris souhaiter le mettre en avant. En tout cas, souhaiter le mettre en avant. Là aussi, entre le programme et le discours, il y a parfois un delta. Et je voulais juste finir sur quelque chose, parce que je pense que ta question elle était importante, sur la question de l'égalité. Je pense que c'est pas la seule chose qui aujourd'hui unit la gauche sur le terrain, c'est-à-dire les gens qui se réclament de valeurs de gauche. Et je pense que c'est déjà important de se réclamer de valeurs de gauche. Mais je pense que c'est pas la seule chose qui les unit, mais je pense que c'est la chose principale qui les unit. Et là où probablement on faillit collectivement, c'est que la traduction de ce que veut dire l'ambition d'égalité aujourd'hui diverge d'un militant de gauche à un autre, d'un parti de gauche à un autre, mais même au sein des partis de gauche. Tu évoquais tout à l'heure le terme de woke qui est souvent opposé aux uns et aux autres. On n'est pas capable de construire aujourd'hui, avec tous les éléments qui font notre histoire, de l'universalisme à la question de la prise en compte des différences et du fait que ces difficultés peuvent se combiner à l'infini, on n'est pas capable de construire une proposition qui allie ces combats, parce que je pense que c'est ça foncièrement qu'on nous demande. Une proposition qui allie le combat antiraciste, la reconnaissance des différences, et en même temps une capacité à faire union, et pas union simplement sous le terme de peuple, ou pas union simplement sous le terme de petits bourgeois qui souhaitent faire progresser la société. Et je pense que c'est ça aujourd'hui une vraie difficulté, y compris pour précipiter à un moment donné d'un point de vue électoral ou sondagier. C'est ça la vraie difficulté, c'est que nos sympathisants ou les gens qui partagent nos valeurs aujourd'hui ne retrouvent pas dans notre projet quelque chose qui synthétise leur aspiration. Je crois que foncièrement, les gens qui se reconnaissent de près ou de loin dans des valeurs de gauche souhaitent soutenir une proposition, un projet qui transforme profondément la société, mais qui ne trahit ni l'antiracisme, ni les capacités d'ouverture aux questions LGBT, aux questions d'inclusion du handicap, etc., etc. Et je ne saurais pas toutes les lister parce que je pense que c'est là toute la difficulté. Et qui, en même temps, ne se reconnaissent pas dans parfois une formulation ou des présentations un peu hygiénistes qui sont loin de leur vécu, en fait, et qui sont très agressives pour, je pense, tout un tas de Français qui ne sont pas à la pointe de la théorie sur la question. Sarah, tu perçois la même difficulté dans la définition de l'égalité que vient de pointer Marie ? Ah bah, clairement, aujourd'hui, ce qui nous manque, enfin, ce que tu dis, et pour le coup, je suis en grande partie d'accord, on n'a pas de nouvelle synthèse. C'est-à-dire que pendant longtemps, en tout cas à gauche, la synthèse pour les socialistes, c'était la synthèse jaurétienne, c'est-à-dire on fait la synthèse entre le socialisme révolutionnaire et la République. Donc on infuse, et c'est ce qu'a repris Blum ensuite, on infuse les institutions républicaines avec la doctrine socialiste. Aujourd'hui, on est à bout de souffle parce que, évidemment, la société a changé. Il y a, comme tu l'as dit, des nouvelles aspirations individuelles d'émancipation, d'autonomie qui sont à prendre en compte et qui ne sont pas à rejeter sur le compte des minorités, du wokisme ou autre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait... Enfin, ce sont des ripostes qu'on devrait organiser en commun contre ces attaques-là du camp réactionnaire qui nous déstabilisent et dont le vocabulaire est repris à l'heure de grande écoute aujourd'hui. Enfin, on n'en est plus dans des petits débats qui existaient encore il y a 5 ou 10 ans. Et même dans notre camp, c'est là où votre analyse, et je peux la rejoindre en partie, ils ont gagné la bataille du vocabulaire. Après, nous, cette nouvelle synthèse-là, autour de quoi elle s'articule ? Moi, je pense que principalement, avant de trouver les 3 idées, le super projet, la super synthèse qui nous mettra tous d'accord à 80% pour faire un contrat de gouvernement et reprendre le pouvoir, je pense que c'est vraiment un problème de méthode et d'analyse. Il faut repartir des sciences sociales, c'est-à-dire aujourd'hui, la centralité de notre projet politique doit être l'émancipation des classes populaires. À partir de ça, on doit partir de leurs aspirations, c'est-à-dire l'autonomie. Il y a les Gilets jaunes, c'est ça aussi, il y a quand même une forte aspiration à l'autonomie. J'écoutais hier une journaliste qui a justement fait un peu un tour de France à la suite du mouvement des Gilets jaunes et qui expliquait que la plupart des personnes, elles s'étaient senties réduites dans leur liberté de mouvement avec la taxe sur les carburants, avec l'impossibilité ou en tout cas le stigmate qu'elles ressentaient lorsqu'elles prenaient la voiture et on leur disait que c'était pas bien. Et donc il y a une volonté de circuler, une volonté
d'aller voir ailleurs, une volonté de travailler aussi. Et cette aspiration à l'autonomie-là, on peut pas la mettre de côté en disant non, aujourd'hui l'autonomie c'est le libéralisme et donc on n'est pas d'accord avec ça, nous on veut mutualiser les moyens de production. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Par contre, je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que peuvent dire aussi ces personnes-là, c'est-à-dire que parfois, et on l'a aussi ressenti dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une forte aspiration à l'État-providence, mais en même temps on rejette l'État régalien. Et donc il y a aussi des contradictions dans ces mouvements-là. Je pense qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer. La vérité, elle est nulle part. En réalité, si on construit un projet de société qui s'adresse à tous, ce projet doit partir d'abord de ce que vivent les classes populaires, avec, encore une fois, moi je le dis, le travail en premier lieu. Et le travail il se décompose de manière très simple. C'est le travail pour tous, la santé au travail et le travail justement rémunéré. Et je pense que la gauche dans son ensemble ne sera pas crédible lorsqu'elle n'aura pas proposé, et pour le coup, c'est quand même, tu parlais de propositions en commun, c'est quand même quelque chose que je retrouve dans tous les programmes de gauche, c'est-à-dire revaloriser les salaires, rendre un peu plus dignes les personnes qui ont contribué pendant la crise à la sauvegarde des intérêts communs, etc. Mais cette centralité-là, aujourd'hui, on la retrouve pas. Et donc, on n'a pas le cœur de la synthèse. C'est pour ça qu'on est comme ça fragmenté. Sur le travail, et promis, je te laisse la parole, mais j'aurais peut-être une divergence, oui. Non, pour le coup, j'aurais juste rajouté une dimension, je pense aujourd'hui très prégnante. Je pense que c'était déjà là avant le Covid, mais avec le Covid, je pense que c'est peut-être aussi encore plus prégnant. Un souhait à la limitation du temps de travail, et y compris à la limitation assez dure, dans le sens où certes les heures supplémentaires rémunérées, etc., ça peut intéresser des gens, mais on voit des gens basculer dans une surexploitation, en fait. Je pense à l'hôpital, je pense à plein de cadres où en fait les gens voudraient juste que leur droit au temps de repos, et à d'autres. Alors je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur d'autres formes d'engagement, d'autres temps, etc., mais je voulais juste rajouter cet aspect-là parce que je pense qu'il est aujourd'hui très prégnant à gauche, et là aussi de manière assez partagée. Déjà, je suis content d'entendre une socialiste parler de mutualisation des moyens de production. Mais non, plus sincèrement, moi je vais déjà te répondre en disant que le raisonnement journalistique que tu as donné n'impressionne pas le chercheur en sciences sociales que j'aspire à être. C'est-à-dire en disant il y a tant de pourcents pour Marine Le Pen, etc. Tant de pourcents pour si, genre. Ça pue la droite. Non, mais en fait, genre, ça pue la droite. Déjà, est-ce que la France qui vote est représentative de la France? Grand débat de la science politique et de la sociologie depuis 40 ans. Je suis pas sûr qu'on puisse le trancher comme le font les journalistes en permanence avec une phrase. Deuxièmement, encore une fois, dans ces façons d'administrer le débat, en mettant des thèmes en avance et pas d'autres, on fausse le jeu. Encore une fois, tu vois, il y a une majorité sociale dans ce pays qui semble être une minorité électorale. C'est la question des classes populaires que vous souleviez. Bon, ben voilà. Donc, est-ce que ce qui est représenté dans les partis, est représentatif de ce que pense la société? Parce que là, c'est la gauche, donc en tant que mouvement culturel, politique, organisationnel, au sein de la société. Est-ce qu'on dépasse de l'espace électoral, ce qui est une chose, on fait campagne pour des candidats différents, etc. Et on a ou pas. Et si on ajoute le fait qu'il y a une désaffiliation entre les organisations politiques et les personnes, là on comprend pourquoi ce que tu dis n'est pas représentatif forcément de la société. Par exemple, tu vois, toute la science montrera, là il y a une grande enquête menée par le CEVIPOF, qui est quand même le centre à Sciences Po et qui est mené avec le top du top des chercheurs en France, qui montre que oui, effectivement, il y a 42% des gens qui vont déclarer que l'augmentation de la délinquance les inquiète, mais il y en a 46% qui disent qu'ils ont peur pour le modèle social français. Mais on parle jamais du modèle social français dans le commentariat politique. Donc encore une fois, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'accorder le point, de dire on n'arrive pas ou on n'a pas de projet de ça. Encore une fois, une deuxième chose, c'est que le projet, c'est pas une question de projet en fait. La question de l'hégémonie n'a jamais été une bataille d'idées, ok? On parle d'hégémonie culturelle et de bataille d'idées. La façon dont c'est venu à nous, c'est Alain de Benoît, le théoricien de l'extrême droite, qui dans les années 70 dit Gramsci, c'est une bataille d'idées. C'est faux. L'hégémonie, c'est une association de groupes sociaux, de classes sociales, qui a pour but de réorganiser l'ensemble du mode de production. Et donc, c'est sur ces questions-là que se réagence la possibilité de produire des idées ou non. Et c'est pour ça que je donnais tout à l'heure l'exemple des Gilets jaunes. C'est-à-dire que si le moment des Gilets jaunes, il y a dans la société une majorité sociale sur l'idée qu'il faut augmenter les salaires, la retraite, etc., c'est parce qu'il y a un mouvement réel qui l'incarne dans la lutte et dans l'organisation. La question aujourd'hui, c'est donc bien de comprendre comment on fait pour réagréger des volontés et des aspirations. Et l'aspiration à l'autonomie est effectivement intéressante dans le sens où je pense que la question du XXe siècle, ça a été la question des masses, mais en écrasant l'individu.
C'est-à-dire que les projets d'émancipation de la gauche, notamment de la gauche communiste, dont je viens, ont été d'avoir écrasé l'individu au nom de la libération du collectif. En ne comprenant pas que même chez Marx, déjà, il y a une déclaration totale de la libération de l'individu. Il faut arriver à une société où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Bon, et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, la défense de l'individu doit faire partie, et la question de l'articulation entre individu et groupe, c'est là où il y a un écueil. Mais, du coup, en lien avec ce que tu disais, l'égalité. Égalité, mais dans la différence. Et là, on est dans une difficulté, mais je ne pense pas qu'en alignant des propositions ou pas, la question c'est comment on réorganise des mouvements qui sont en lutte. Et la question de ce qu'on disait sur égalité, féminisme, racisme, c'est qu'il y a des classes subalternes, des subalternes, c'est le terme de Gramsci, c'est pas du tout un terme péjoratif, c'est de montrer que, bon voilà, il y a des mouvements. Aujourd'hui, le renouveau féministe qui est en train de se proposer, le renouveau antiraciste, ils sont aussi des mouvements puissants. Mais alors, sur l'articulation entre masse et individu, est-ce que tu vois dans les différents projets que veulent porter les différentes familles politiques de la gauche des différences qui seraient insurmontables, ou des projets qui seraient... Est-ce que déjà tu considères qu'ils ont pris à bras-le-corps ce sujet ou pas ? Moi, je pense qu'il y a un problème déjà à l'intérieur de la gauche, et pourquoi il y a des divisions, c'est qu'en partie, la question de sur quel bloc, on va pas dire bloc historique pour la jouer Gramsci, on va dire bloc social électoral, donc un bloc avec des groupes sociaux et qui aussi s'expriment comme bloc électoral. Il y a une différence de priorité. En fait, il y a des acteurs qui proposent des priorités différentes. Je pense par exemple que la France Insoumise a pour but de représenter en premier, de mettre en avant d'abord les catégories populaires et leurs intérêts, et d'arrimer à eux les classes de la classe moyenne socioculturelle, alors même que les représentants de l'organisation, etc., font plutôt partie de cette classe-là, mais veulent mettre en avant les intérêts. Et je pense que le centre-gauche, c'est l'inverse. Okay, je pense que c'est des gens qui peuvent être progressistes, même si on peut voir qu'il y a certaines sorties qui me semblent pas forcément dans la période très utiles pour pouvoir produire une ligne de gauche un peu cohérente, mais qui, à mon avis, et on l'a vu quand ils ont été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, et quand ils proposent la retraite à 62 ans, ou de revenir sur des compromis comme ça, qui ont été faits face à la droite, ou qui ont été faits face au patronat, que l'intérêt qui est mis en avant, et donc du coup il y a une bataille qui, en 2017, s'est soldée avec le fait que l'autre gauche, entre guillemets, qu'on appelait radicale, était devant. Est-ce qu'elle va revenir derrière ou pas? Et que c'est ça, la bataille qui se fait aujourd'hui, une des premières batailles. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a une agrégation qui est aussi difficile parce qu'il y a aussi une désaffiliation des appareils. Donc, cette bataille n'est pas menée pleinement en lien avec les luttes ou en lien avec une partie de la population qui n'est nulle part. Ça, je veux bien l'entendre. Pour moi, il y avait quand même beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais la première chose, c'est qu'effectivement, je pense que on est collectivement, alors pour le coup, collectivement, probablement parce qu'on souhaite pouvoir être des lieux d'expression de ces mouvements assez forts, décoloniaux, féministes, égalitaristes. On est, pour plein de gens, je pense, on est très intransigeant. C'est-à-dire, c'est peut-être moins facile de se revendiquer de gauche, de quelque parti que ce soit, de quelque affiliation que ce soit, aujourd'hui, qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on t'aurait demandé si t'étais de gauche, si t'étais pas d'accord avec tout le programme, si t'avais pas exactement les aspirations féministes, si t'étais pas... oui, il y avait le PS et le PC, mais enfin, il y avait quand même toute une ribambelle de partis dont on ne parle plus aujourd'hui, à la gauche du PC, qui était quand même pas si petit que ça. Je veux dire, aujourd'hui, ça paraît les scories de l'histoire. À l'époque, c'était pas tout à fait le cas. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Et y compris sur des questions dures, comme la peine de mort, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de se revendiquer de gauche sans se sentir aligné avec tout. En tout cas, moi, il me semble que chez les citoyens qu'on peut croiser dans nos campagnes, respectives, sur le terrain, etc., il y a aussi plein de gens qui ne sont pas affiliés politiquement et qui, au détour d'une conversation, vont saisir 1, 2, 3 sujets sur lesquels ils vont dire « mais moi, je ne suis pas sur cette question-là, je ne suis pas à ce niveau-là. » Et donc, je ne peux pas me sentir de chez vous. Et je pense que ça rabat beaucoup de gens à droite aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'on n'est pas capable, nous, on n'a pas été capable de construire ce compromis. Après, je pense clairement que ça traduit notre difficulté
à rimer la question de la liberté individuelle et de l'émancipation collective. De l'émancipation individuelle et de l'émancipation collective. Est-ce qu'on en aura complètement, comment dire, la solution à courte échéance? J'aimerais dire que oui, mais je ne suis pas sûre parce que je pense que ces débats sont extrêmement durs aujourd'hui, y compris en interne de chacun de nos partis. Par contre, ce que je crois, c'est qu'ils deviendront très rapidement secondaires au regard d'un certain nombre d'échéances, de difficultés qui nous attendent et qui nous forceront non pas à renier les avancées qui ont été faites, et au contraire, je pense que ça n'aurait aucun sens, mais qu'elles devraient nous permettre, aussi face à ces difficultés d'ampleur considérable, de progresser dans cette capacité à fournir du commun et à trouver de la place à des gens qui ont envie d'être alliés à notre cause, et qu'à un moment donné, l'émancipation sociale, la question du progrès social, comme on le définit à gauche, la question de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'égalité dans cette lutte contre le réchauffement climatique, parce que ce sera un enjeu majeur, à un moment donné, va nous forcer à trouver des copains qui sont pas d'accord sur tout, peut-être, mais avec lesquels on sera peut-être moins exigeant quand ils s'assoient à table. Ça veut pas dire qu'on fait pas progresser les gens, qu'il faut pas être exigeant, parce que je le vois faire la moue encore, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important que, y compris, des gens dans toute la France se sentent affiliés de près, de loin, et que, si possible, aux élections, ils mettent plutôt un bulletin de gaucher écolo dans l'urne, mais que de toute manière, de près, de loin, ils se sentent affiliés à notre histoire. Parce que, à travers ça, on peut aussi les faire progresser. Et je pense que là, parfois, on fait l'erreur, et pour le coup, la France Insoumise a fait un travail assez remarquable de ce point de vue-là. Et je sais que c'est pas toujours mon état d'esprit, mais force est de constater qu'ils arrivent à faire militer, adhérer, en tout cas à créer des sympathisants, à la fois chez des gens qui ont une culture historique de gauche très charpentée, très traditionnelle, et à la fois des gens qui ne l'ont pas du tout, voire qui ont des points de désaccord assez forts. Je me souviens d'un des sondages qui est paru il y a peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, sur la position des sympathisants France Insoumise vis-à-vis de la peine de mort. Non pas que je crois qu'il faille condamner les sympathisants qui ont répondu qu'ils étaient favorables à la peine de mort. Je crois simplement que cette proportion importante de sympathisants de la France Insoumise qui se disaient plutôt favorables au rétablissement de la peine de mort dit quelque chose du fait qu'on peut peut-être ramener progressivement à notre corpus de gauche des gens qui pensent différemment. C'est pas ma manière a priori de penser. C'est pas ma manière a priori de penser. Mais à un moment donné, au stade où on en est rendu, je pense qu'il est temps de se demander, de se redemander comment on ramène des gens à nous. Et pas pour qu'ils mettent des voix, pour qu'on ait une chance de progresser dans la société. Deux choses intéressantes dans ce que tu dis et plus largement. Tout d'abord, les personnes qui avant s'identifiaient au bulletin de vote de la gauche et des écologistes n'ont pas disparu. On en a parlé il y a quelques instants. Ces personnes-là, aujourd'hui, majoritairement, dans celles qui votent encore, c'est-à-dire la partie qui ne s'est pas totalement détournée du fait politique, considérant que c'était un fait qui était inutile et qui n'avait plus d'impact sur leur quotidien, celles qui votent encore votent aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors, voilà, de manière très simple, et ça, pour le coup, les sondages et les études d'opinion nous le prouvent, et c'est majoritairement aussi le cas chez les électeurs qui votaient avant socialistes. On en est en partie responsable, je ne reviens pas là-dessus, parce qu'on a aussi un moment fait croire que c'était une évolution. T'inquiète pas, moi j'ai 29 ans, je peux passer ma vie à m'auto-flageller, mais par rapport à ça, je pense qu'il faut reconnaître certains faits pour avancer. 82, c'est vraiment dur, mais... Tu vois, par rapport à ça, j'ai pas de mal à dire. Il y a des responsabilités et on les a, je pense, reconnues en tout cas ces 5 dernières années. Maintenant, ceux qui restent, que font-ils ? On n'est pas là seulement pour dire bon, comment on fait, quelles sont les propositions, quel est le corpus commun. Je pense qu'on n'a pas assez, et le sujet c'était aussi le travail qu'on a fait sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on n'a pas assez incarné en fait, une opposition crédible, ou en tout cas une alternative qui pouvait reprendre la main. Donc aujourd'hui, notre électorat, en tout cas je parle encore une fois du mien, je pense qu'il n'est pas tout à fait le même que celui de l'électorat insoumis, se dit pourquoi je votais pour un programme un peu plus social mais qui ne marque pas fondamentalement la différence. Et c'est là peut-être le travail qui n'a pas été fait, et je pense que la responsabilité elle est collective. On était avant tout des opposants, on n'était pas juste là pour
être les gentils ou être ceux qui voulaient faire un peu mieux. Et c'est là où, tu vois, comme quoi ce soir on est plutôt sympa, je vais continuer dans ce qu'a dit ma collègue. Touche à rien parce qu'il arrive. La figure de je vois, il je parle bien de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la sphère insoumise, c'est encore autre chose. Je pense qu'une fois que Jean-Luc Mélenchon sera plus là, ce qui je pense arrivera un jour ou l'autre, je ne le souhaite pas pour lui, mais ce sera plus difficile pour vous. Mais la figure de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est une figure d'opposant. Donc moi, si je n'étais pas ni élu ni encarté dans un parti, et plutôt à gauche, aujourd'hui, j'ai deux choix. J'ai un choix un peu plus radical en la personne de Jean-Luc Mélenchon, et j'ai un choix, Emmanuel Macron, qui est entre le vote utile et le vote dû en même temps parce qu'il a fait 2-3 trucs bien, machin. Donc tu vois, par rapport à ça, c'est là où la force aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il incarne l'opposition. Donc, premièrement, nos électeurs, ils sont pas partis, ils sont là. Deuxièmement, je pense qu'on oublie aussi toute une partie qui est aussi l'histoire de la gauche, c'est celle de l'éducation populaire. Si aujourd'hui on n'a pas réussi à expliquer ce qu'on voulait faire à nos électeurs et à être audible auprès d'eux, si on s'est laissé marcher dessus par le vocabulaire de la droite extrême et de l'extrême droite, c'est parce qu'on a manqué aussi toute une partie sur l'éducation. On dit beaucoup de choses sur l'école, on dit beaucoup de choses sur les moyens qu'on octroie à cette institution. Mais je pense que, c'est la famille de laquelle je viens personnellement, c'est l'éducation populaire. Aujourd'hui, il y a quand même des chemins à retrouver sur l'éducation aux politiques, l'éducation aux faits politiques, au vote. Peut-être que nos institutions sont dépassées, c'est qu'en changeant, on réussira aussi à réintéresser les gens aux faits politiques. Je pense que ça fait partie aussi des choses qu'on doit mettre en place assez rapidement. Mais il n'y a pas seulement la question de quelle proposition, l'égalité, décréter des choses. Il y a comment on trouve le chemin, et c'est un chemin de ce que Pédi appelait le socialisme éducation, qui au-delà d'apprendre des choses très techniques, apprend de manière générale la philosophie, la laïcité, l'éducation par rapport à la citoyenneté. Et ça, c'est vrai que c'est en voie de disparition, y compris au sein de nos propres organisations. Je pense que on a un peu péché. Attends, je vais te donner la parole, Pablo, tu vas pouvoir répondre avec juste et en tête une question. Non mais et en tête une question, une nouvelle question qui est genre qu'est-ce qui s'est passé? Non mais que Marie et Sarah ont un peu abordé, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années, en gros, du quinquennat Macron, alors même que on avait une gauche radicale, et c'est toi-même qui l'as rappelé, une gauche radicale qui avait quand même fait un score extraordinaire, inédit et historique en 2017 avec les 19,6% de Jean-Luc Mélenchon. Mais tu peux répondre, mais et ça en tête. Mais que je vais commencer par répondre et essayer de voir jusqu'à où on peut aller. Mais bon, effectivement, je pense que le fait que Jean-Luc Mélenchon ait incarné l'opposition de gauche au gouvernement est un fait. Parce qu'en fait, il y avait deux choix à gauche, c'était être dans l'opposition ou être des collaborateurs du capital, ce que le Parti socialiste a fait quand il était au gouvernement. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on arrive en 2012 à l'élection d'Hollande, 40% des gens se déclarent de gauche, et quand on sort du quinquennat, on est à 26%. Il faut peut-être regarder qui porte la responsabilité. Et pourquoi je dis collaborateur? Parce que justement, la question de l'hégémonie, c'est la question d'un rapport de classe, c'est-à-dire le fait qu'il y a une classe dirigeante qui agrège à lui des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais qui vont consentir à son hégémonie. Et le vrai truc, c'est que Emmanuel Macron, d'où il sort? Tu veux que je parle des 5 dernières années? Il sort du Parti socialiste. Qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir? Mais qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir? Il vient du social-libéralisme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement de jeu vers la droite. Et pourquoi? Parce que ce que j'allais dire, c'est que le néolibéralisme aujourd'hui et l'extrême droite partagent fondamentalement quelque chose. Pourquoi l'hégémonie est possible et pourquoi nous, à la gauche, on semble grand placé ou en tout cas en difficulté? C'est qu'il y a une filiation totale sur une question que les deux acceptent. C'est qu'il faut naturaliser les causes des inégalités et des rapports sociaux actuels. Okay, les néolibéraux, ils disent les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont pauvres et que c'est comme ça, mais c'est normal. Soit ils sont pas assez méritants, soit il y a une négation totale des relations sociales et des mécanismes des inégalités de la reproduction sociale. Et de l'autre côté, l'extrême droite est effectivement aussi dans une phénomène de naturalisation, et ils essayent simplement de récupérer un certain nombre d'intérêts populaires en leur proposant de mettre au bûcher certains qui seraient les responsables. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop que les classes populaires de droite clashent avec l'hégémonie qui est la même, à savoir il faut garder les mêmes rapports sociaux. Donc on leur dit c'est les immigrés, donc on leur dit c'est les musulmans, donc on leur dit... Bon, et cet arc qui tient l'hégémonie, c'est le fait que du coup Emmanuel Macron, même qu'il est né dans le social-libéralisme de gauche, c'est-à-dire l'organisation au final des intérêts du capital comme l'a fait le quinquennat Hollande, destruction du droit du travail, des chèques en blanc au patronat sur le CICE, etc. Et derrière, il peut continuer cette même politique,
mais venir s'inscrire plus sur le terrain de la droite, c'est-à-dire venir chercher voilà, ce terrain de droite, et donc du coup construire une hégémonie en s'appuyant sur ce qui se passe, c'est-à-dire une hystérie réactionnaire qui vient aussi d'une chose. C'est que pourquoi on est dans une évolution du nationalisme et de cette crispation, c'est parce que en fait, le compromis qu'il y avait entre le capital et le travail, il a sauté. Il passe par la véracité du capital, par l'avancée des réformes néolibérales. Et donc, du coup, le fait d'acheter des populations, ce qui était le grand fait du capital dans les pays du centre du capitalisme, c'est-à-dire on est des pays qui, dans le système international, sont dans une rente de ressources, dans une rente de richesse, etc. On ne peut plus le faire. Donc, on le remplace par une rente sur la question, on va dire, raciale. Vous, les Blancs contre les Arabes, contre les Noirs, contre les musulmans. Et donc, du coup, nous, on est dans une difficulté, c'est que, effectivement, nos organisations se sont cassées la gueule parce que les organisations de la gauche, les syndicats, les partis de ça, elles étaient construites sur des problématiques qui étaient le XXe siècle, avec la négociation collective, avec la lutte des classes, avec etc. Et donc, du coup, forcément, on est désaffilié, on est en difficulté. Deux, en face, on a le fait qu'une partie de la bourgeoisie culturelle, ok, va venir servir de force d'appoint à l'adversaire, en fait. Enfin, c'est ce que tu disais dans l'édito, il me semble qu'il y a écrit trahi ou compromission. Enfin, on l'a vu. Encore une fois, 40% des gens se disent de gauche avant que Hollande arrive au pouvoir. Quand on revient, on a perdu 15%. Donc, du coup, effectivement, et c'est pour ça que dans les stratégies, il y a une souplesse chez Jean-Luc Mélenchon sur l'utilisation de gauche. Il dit, attendez, il s'est un peu démonétisé. La question, c'est comment on la fait vivre dans les propositions. Et dans ces propositions, encore une fois, c'est pas une question de comment on va ajouter, c'est comment on fait vivre des mouvements qui vont être autant de pierres sur lesquelles on va construire des alternatives, mais il faut proposer un truc qui s'oppose frontalement à l'état des rapports sociaux actuels. Le problème, c'est que voilà, l'hégémonie, c'est qu'on a les néolibéraux et les hyper-réactionnaires, il y a 50 nuances de réactionnaires en France, et ben, ils sont dans un arc où en fait le rapport social principal, il tient, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on a fait 19 la dernière fois et 7 millions de voix, on ne fera pas énormément, mais la question, encore une fois, c'est pas seulement les voix, c'est la question des mouvements sociaux, c'est la question... Bon, voilà. Là où je pense que, enfin, pour moi, on a un désaccord, c'est que c'est non pas dans l'analyse et notamment sur le rôle que l'extrême droite peut jouer vis-à-vis de la droite ou l'extrême capitalisme qui est au cœur. Ceci dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui c'est la sémantique de l'affrontement qui peut complètement cristalliser et permettre de construire ensemble la suite. Je ne crois pas que tous les Français, en tout cas qu'une majorité de Français, et notamment ces 15% qui disparaissent entre l'arrivée de Hollande et le départ de Hollande, je ne crois pas que ces 15% ils réapparaissent parce qu'on construit une conflictualité hyper forte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la conflictualité, qu'il ne faut pas opposer un modèle à un autre. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que cette conflictualité sur un modèle trash, je crois qu'aujourd'hui, elle peut faire peur à plein de gens et les éloigner de la question du vote, de la participation. Parce que comme la division, mais peut-être probablement plus que la division. Parce que je pense que dans leur quotidien, c'est très loin de leur vécu. C'est l'inverse qui se passe. J'ai regardé les propositions molles. Taubira, on ne sait pas si elle a une proposition, j'avoue, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais genre le Parti Socialiste ou Jadot, où sont genre les masses populaires extraordinairement organisées. Je suis pas. Je pas. Mais déjà, elles sont nulle part, j'en sais rien, on verra. Nous, on a déjà fait 7 millions, on vous attend les gars. Et d'autre part, je veux dire, encore une fois, la question c'est pas on a gagné fois deux dans l'histoire. Non mais c'est quand vous gagnez, effectivement, c'est pour faire la même politique que la droite. Donc, effectivement, vous peut-être pas. Tout à fait. Il avait dit qu'il allait se tenir. Non, mais d'accord, c'est les 5 dernières minutes. C'est pas une question de l'affrontement pour l'affrontement, c'est juste de dire, en face, les gens, ils sont prêts. Ils nous mettent. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Je te dis juste qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une. Et effectivement, tu as raison de nous renvoyer au fait que ce soit face au Parti socialiste, a fortiori, et j'en ai vraiment désolée parce que c'est pas moi que ça fait rire. Ou que ce soit aujourd'hui derrière Yannick Jadot, qu'on ne retrouve pas des masses, machin. Ceci étant dit, avec les écarts de sondage qu'on connaît aujourd'hui, et de toute manière les intentions de vote qu'on connaît aujourd'hui, genre tout ça est un peu ridicule sur le fond, tu vois. Je pense néanmoins que il y a une alliance possible entre ces équipes et des gens par ailleurs
qui aujourd'hui sont désespérés. Enfin, je sais pas, moi, si vous en croisez pas, vous êtes des champions du monde. Mais moi, dans des gens qui ne sont pas investis politiquement et qui font quand même une partie non négligeable de mon temps de vie, bah, parmi ces gens, il y a plein de gens qui me disent, je sais pas pourquoi aller voter. Si ça continue comme ça, alors qu'ils ont fait des manifs, machin truc contre Macron, ils me disent, si ça continue comme ça avec le risque c'est l'extrême droite ou que c'est Valérie Pécresse, j'irai voter Macron au premier tour. Donc, la question qui se pose, c'est de se dire, c'est pas que moi je sois contre la conflictualité à titre personnel. C'est juste qu'à un moment donné, je pense que dans le moment qu'on vit collectivement, oui, il y a des trucs hyper durs sur lesquels on devrait construire une conflictualité super forte. Et en même temps, on devrait, et je pense que ça n'est pas simple à construire, on devrait aussi construire des chemins qui sont apaisés pour des gens qui ne vivent pas que dans le conflit tous les jours. Et surtout, ce niveau de conflit ne parle pas, et y compris aux gens qui vivent dans une très grande précarité, ne parle pas à tous les gens qui vivent dans une très grande précarité. C'est pas nous qui mettons la conflictualité. C'est qui emmerde les Français? C'est qui mais là-dessus on est d'accord. Extrêmement violent, qui soit par le coup policier ou par la politique sociale. Non plus, en fait, c'est ça aussi. Non, mais c'est pour ça que le débat, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qui est devant. Moi, ces gens-là, tu as raison. Moi, je suis pour qu'on rassemble l'ensemble du peuple de gauche. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont de gauche jusqu'à ce qu'il faille voter Mélenchon. Parce que si tu regardes les électeurs de Hidalgo, les électeurs de Jadot, tu leur demandes leur deuxième choix, c'est plutôt Macron. Alors que quand tu regardes les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, leur deuxième choix, c'est les trucs. Je trouve que ça, c'est super intéressant. Et je suis désolée de te couper la parole, mais je pense... Non, mais je veux même pas savoir. Et même si je vais te dire un truc, je ne veux même pas savoir, et même si le deuxième choix me fait bondir. C'est pas le problème. Moi, je pense que ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant à 2 titres. C'est intéressant au titre des préventions que peuvent tout un tas de gens qui se sentent de gauche avoir pour Jean-Luc Mélenchon. Et ça pourrait être un sillon facile à creuser là pour notre débat en disant il y a des gens, Jean-Luc Mélenchon, il pense que c'est la limite de la démocratie. Je pense que ça n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il se met des fois dans des positions pour donner raison à ces gens-là, mais je pense que ça n'est pas tout à fait juste. Par contre, je pense que ça dit aussi la limite de la stratégie de l'affrontement vis-à-vis de toute une partie du peuple de gauche. Parce que c'est malgré tout des peuples de gauche que je les mets. On va pas leur taper dessus. C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont vraiment de gauche? Est-ce qu'ils sont vraiment de gauche? Mais non. Non, comme on disait tout à l'heure, tu disais avec subtilité, tu disais, il y a des gens qui peuvent à un moment donné s'égarer. Tu peux pas dire s'égarer pour des gens qui ponctuellement votent à droite ou à l'extrême droite, d'accord? Sous prétexte qu'il y a une question de classe, et dire pour d'autres dont le deuxième choix après un candidat de gauche, SOSDEM, serait Emmanuel Macron, que ces gens ne sont pas de gauche. En fait, c'est ça toute la question. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est les gens qui sont de gauche jusqu'à ce qu'il faille voter pour des choses qui en dire. En gros, ils ont une ouverture progressiste sur un certain nombre de sujets, mais fondamentalement, ils bénéficient de la situation actuelle et ils n'ont pas de problème. Non, mais je comprends ton raisonnement, mais c'est dommage, tu t'éloignes du raisonnement initial qui était plutôt, je trouve, effectivement assez bien fondé. Aujourd'hui, tu admis toi-même qu'il y a une majorité sociale qui est une minorité politique. C'est justement en essayant d'élargir le consensus qu'on en revient à une majorité sociale qui correspond à cette majorité politique. Mais pas par le compromis, pas nécessairement par le compromis. Par le dialogue. C'est quand même le dialogue qui a permis des grands progrès sociaux de ce pays. Mais tu as dit consensus, il n'y a pas une question... La politique, c'est jamais une affaire de consensus. La politique, c'est une affaire d'opposition. Entre parties prenantes, ça peut être une affaire de consensus. Parce que le consensus, c'est la désubstantialisation de la politique, et c'est donc l'absence de proposition, et donc... Tu peux avoir du consensus et du compromis à plusieurs, tu l'appelles compromis, tu l'appelles consensus et compromis, c'est pas la même chose déjà. Je suis d'accord. Consensus, ça veut rien dire en politique. Ça veut dire, on est tous d'accord, donc c'est la prière populaire. Consensus sur le fait qu'il faille faire n'importe quoi avec... Non mais on a une base commune, tout le monde est d'accord, donc personne n'est différent. Tout le monde est d'accord, donc personne n'est différent, et ça veut dire que personne n'est d'accord avec rien du tout. Donc non, le consensus, c'est l'absence de politique. On a le droit de réfléchir demain à cet enchaînement logique ou pas? La question, non mais vraiment la question de la conflictualité, moi je suis désolé, mais vous l'avez vu, Jean-Luc Mélenchon, on l'a connu plus combatif que comme il l'est aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Et pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la question de l'affrontement, c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas nous qui posons l'affrontement. C'est en face le fait que le capital, les politiques néolibérales ont été une contre-révolution, c'est comme ça qu'on l'appelle, depuis les années 80, de rupture avec l'ensemble des compromis sociaux qui ont été établis. C'est eux qui fixent la conflictualité, pas nous. Pas nous. Nous, on dit il faut y répondre. Et le problème, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui refuse d'y répondre et qui, quand elle a été au gouvernement, elle a été les personnels d'application de ces politiques-là. Hein?
C'est-à-dire, c'est comme les socialistes, nous on est progressistes, mais on vote au Parlement. Il y a des virgules sur lesquelles je suis pas d'accord, mais en fait, je veux donner la parole à côté. Je vais vous proposer, vous terminer vous avez 30 secondes. Voilà, vous avez 30 secondes chacun pour répondre à cette dernière question. Qu'est-ce qu'on fait après avril, peut-être après les législatives, une fois que... donc là, c'est un peu de politique fiction. Hein, et je suis désolé, Pablo, toi qui penses que peut-être que Jean-Luc Mélenchon ou que Yannick Jadot ou que Anne Hidalgo peut être président de la République. Non, tous les trois. Peut-être que vous pensez que chacun de vos candidats ou candidates peut être président ou présidente de la République. Admettons que les sondages restent dans les étiages dans lesquels ils sont actuellement, c'est-à-dire qu'en gros, le meilleur de la gauche et des écologistes fasse entre 10 et 11%. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, en fait? Est-ce qu'on accepte que la gauche c'est fini, qu'elle est totalement grand remplacée et dans quelle posture on se met, dans quelle posture vous allez vous mettre les uns les autres? Ouais, t'as 1 minute. Allez, c'était Grand Club. Écoute, la première chose, c'est que je pense qu'on peut pas répondre à cette question. Et je pense vraiment... À toi, Sarah. À 2 titres, et je donnerai quand même les 2 titres. Le premier, c'est que si on fait campagne, c'est quand même qu'on pense que... En tout cas, moi, je fais campagne en pensant qu'on peut l'emporter, et en pensant que c'est important qu'on l'emporte, et en pensant même que c'est important qu'on l'emporte avec d'autres. Je ferai peut-être partie des 3 là-bas, dans un coin, qui finissent tout seuls à penser qu'on aurait mieux fait de faire avec l'autre, mais moi j'y crois. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le panorama que tu dessines, à étiage constant, en fait, à étiage constant ne veut rien dire. En fonction de ce que, et quand je le dis pas négativement, c'est en fonction de ce que les forces relativement ont fait. Est-ce qu'on pourra recomposer comme si de rien n'était, comme on a fait en 2017? Est-ce que... je ne crois pas. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ratera 2 fois l'occasion de relever le drapeau et d'organiser une concertation. Il en est capable, si vraiment il le souhaite. Je pense que ce serait une erreur. Comme d'autres. Donc je pense... Mais comme d'autres seraient capables de le faire si... Comme d'autres seraient capables de le faire s'ils arrivaient même en tête à 12% ou 11% d'un croupion de gauche décomposé. Donc, c'est pas les seuls. Les écolos seraient capables, les écologistes en seraient probablement capables, les socialistes en seraient probablement capables, etc. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas si jamais nous n'y arrivons pas. Mais à étiage constant, ça ne veut rien dire. Sarah. En une phrase, il faudra se mettre au travail. Je trouve que si on en est là, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé, chacun d'entre nous. Après, il y a eu des stratégies différentes, il y a eu des méthodologies différentes. Je pense que déjà, tout dépend du résultat de l'élection. C'est-à-dire, il y a un cas de figure où faudra être en résistance. Moi, je dis très clairement, et je pense que ce cas de figure-là devra vraiment nous réunir d'une manière assez unanime. Il y a un autre cas de figure où, si Emmanuel Macron est réélu, d'un autre côté, ça ouvre le jeu, parce qu'il ne pourra pas... se représenter une deuxième fois. Donc je pense qu'à partir de là, même au sein de son camp politique, ça va ouvrir des perspectives, ça va disperser ses forces, et donc ça nous donnera à nous des opportunités. Mais je pense qu'il faudra effectivement... Moi j'imagine, si on est en termes de politique fiction, un grand congrès de la gauche et des écologistes, et où les gens qui veulent bosser ensemble se mettent autour de la table. Et j'en profite pour préciser, c'est aussi une question générationnelle. Et là on est plutôt dans un média jeune, où on est des jeunes autour de la table, jeunes élus, jeunes responsables politiques. C'est aussi à nous de relever les manches à un moment donné. C'est aussi parce que il y a une génération d'au-dessus de nous qui, effectivement, n'a peut-être pas fait les choses en temps voulu, qu'il faudra s'y mettre. Moi, je le dis, et on a aujourd'hui dans les sondages des vrais différences générationnels sur les questions de société. Donc, il faudra aussi prendre en compte ces aspirations-là. Mais moi, pour terminer, moi, je dis souvent que je suis assez pessimiste à court terme. Donc là, dans les 6 prochains mois, j'y crois, parce qu'il faut y croire quand on est militant, quand on est surtout de gauche. C'est l'espoir qui fait vivre la gauche. Mais quand même, c'est mal barré, on va pas se mentir. Par contre, à moyen terme, je suis optimiste, parce que je vois dans les échanges qu'on a ce soir, dans les échanges que j'ai au quotidien, qu'il y a de quoi créer une communauté de destin. Mais il y a du boulot. Pardon, une micro-réaction, mais je veux pas faire l'aigri des 5 dernières années, mais et vraiment, ça n'a rien contre toi. Mais quand j'entends dire que là, il faut se mettre en résistance, que là, il faut se réunir, que là, il faut se mettre au boulot, mes 5 années à titre personnel, mais mes 5 années à titre collectif, avec des camarades que j'ai vu aussi quitter ce chemin militant, parce qu'il est aussi difficile. Putain,
On est Ils ont d'accord. du mal à entendre la pilule que là, ça y est, les copains, vous allez vous mettre au boulot, si c'est quoi. un échec électoral, c'est que c'était pas suffisant. Même si on y met Ouais, beaucoup mais- de temps d'énergie, c'est que c'était pas suffisant. C'est Ouais. des acteurs qui dérangent. Pablo, Du le coup, mot de la fin. bah moi, à gauche du forum social de renaissance de la social-démocratie que tu proposes, je propose qu'on essaye de fabriquer un nouveau bloc historique, c'est-à-dire un groupe qui agrège des groupes sociaux, des personnes qui sont dans une perspective de rupture avec l'ensemble des rapports sociaux qui aujourd'hui doivent être considérés comme des problèmes par rapport à notre émancipation personnelle. Et donc ces groupes sociaux, ça doit être des groupes de classes, c'est-à-dire les classes populaires, une partie des classes moyennes. Ça doit être aussi des groupes de personnes, les subalternes que j'appelais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans des situations d'oppression, qu'il s'agisse des femmes comme acteurs révolutionnaires de la société, qu'il s'agisse des personnes racisées, et que ensemble, on essaie de réorganiser une coalition sociale qui est pour but de renverser l'ensemble des rapports sociaux que l'hégémonie actuelle, à savoir les néolibéraux comme l'extrême droite, essayent d'imposer avec des options différentes. Et pour ça, ça veut dire que la question électorale, ça sera le débouché, la suite, mais ça n'est pas le principe, l'alpha et l'oméga de l'organisation politique que l'on cherche à organiser. Et le problème, c'est que je pense, c'est que le plus honnêtement possible, c'est que ça va d'abord passer par une période de désagrégation totale, parce que dans le mouvement féministe, comme dans le mouvement antiraciste, comme dans le mouvement politique de gauche, entre guillemets, sur la question de la classe, il y a des divisions extrêmement fortes qui représentent des contradictions qui ne sont pas encore matures au point de pouvoir être dépassées. Voilà. Bah, j'espère que tu créeras le groupe Facebook pour créer ce nouveau groupe, ce nouveau bloc historique. Non, mais ça viendra de en partout. juillet. Merci à tous.